Documentario che Rossellini stava girando sul Pompidou che stava aprendo ed è queste 25 ore di girato sono qualcosa di straordinariamente prezioso e unico. Faccio fatica a trovare da archivista qualcosa di paragonabile. 25 ore in cui si vede come Rossellini lavora sono evidentemente qualcosa di estremamente prezioso e il Grattò non solo ha realizzato questo girato e questo materiale sonoro, ma ha avuto anche l'intelligenza di conservare tutto questo e di farlo arrivare fino a noi e credo che questo patrimonio sarà in futuro un patrimonio di straordinaria importanza anche formativa. Allora, je commence avec une question, c'est-à-dire il n'y avait pas de scénario, tu l'as dit, mais quand même Rossellini avait en tête. Il avait beaucoup repéré. Ouais. Beaucoup repéré. Donc il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire, mais en même temps, il avait la capacité de changer, changer les plans. De changer de plan, de passer d'un étage à un autre. Il avait toutes les possibilités. En fait. Il pouvait improviser. En fait. Alors, première question, c'est comment a été les rencontres avec toi, avec tes collaborateurs, avec l'équipe et la découverte que finalement il pouvait, comme tu l'as écrit très bien, rentrer dans la Renaissance. Disons, quand le ministère des Affaires étrangères a décidé de faire un film pour que la presse étrangère ne parle pas aussi mal du centre Pompidou que la presse française, il fallait faire un film pour montrer comment était le centre Pompidou. Et à l'époque, ils voulaient faire un concours. Moi, je leur ai vivement déconseillé de faire un concours et qu'en sorte, il fallait prendre un réalisateur d'une dimension internationale, de telle sorte que ce soit lui qui soit le bouclier de tout ce qui pourrait se dire sur le centre Pompidou. Et le problème était que nous étions une communauté de cinéma des événements de 68, on était dans un quartier mal famé, donc on était un peu, disons, des ex-68 arts, très militants et tout. Et quand on a été contacté, nous on avait un contrat avec les affaires étrangères, l'objectif était de faire un film dans le cadre de ce contrat. Et le contrat était rigoureux, c'était un film de 26 minutes en 16 mm. Mais le problème, c'est que quand j'ai suggéré Roberto Rossellini, je ne le connaissais pas. Et là, un rôle à jouer Gaumont et Toscan du Plantier. Oui, mais disons, quand Toscan du Plantier, en fait, Roberto Rossellini était plus ou moins, entre guillemets, hébergé à la Gaumont, car il préparait son film sur Karl Marx. Mais Toscan du Plantier, en fin de compte, quand il a été sollicité, au départ, il voulait produire le film. Et les affaires étrangères ont dit, l'État ne peut pas financer la Gaumont. Donc à ce moment-là, il a été contraint d'en parler à Roberto Rossellini, et Roberto Rossellini lui a dit « Je veux rencontrer le producteur ». Donc c'est à ce moment-là qu'un rendez-vous est organisé entre Roberto Rossellini, qui avait 70 ans, moi j'en avais 40, lui il était immense, et nous on était plus ou moins des marginaux en fait. On travaillait dans les documentaires. Oui. Mais en même temps, pardon, de marginaux, mais quand on voit la qualité des gens qui composaient l'équipe, c'est exceptionnel. Il y a deux choses. Il y a la communauté de cinéma qui était la structure, donc qui était constituée comme les ateliers sous la Renaissance.
C'était des spécialistes du costume, du graphisme, du cinéma, du son, et donc on était une usine quelque part. Mais quand j'ai rencontré Roberto Rossellini, j'ai été très étonné parce qu'il ne m'a jamais parlé du Centre Pompidou et il ne m'a jamais parlé de cinéma. Il m'a parlé que de la Renaissance. Et que son regard sur la Renaissance était si, je dirais, si réfléchi et en même temps très intéressant, parce que le regard qu'il avait sur la Renaissance était presque un regard d'anthropologue. Et il m'avait dit, s'il y avait une caméra à l'époque, j'aurais filmé tout ce qui se passait. Et fort de ce contact ensemble, car moi j'étais aussi obsédé par la Renaissance, à savoir comment Michel-Ange travaillait, c'est-à-dire comment les choses se passaient, tout d'un coup on s'est compris que d'autre part j'avais travaillé avec l'abbé Pierre, donc j'avais travaillé sur la pauvreté, il était aussi très penché sur ce problème-là avec Saint François d'Assise, et 2 heures après, il a dit à la personne qui m'avait présenté, je travaille avec Jacques Grand-Claude. Donc quelque part, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi en fait. Oui, alors l'équipe exceptionnelle, alors j'en viens à l'équipe. Donc au départ, on était parti sur un petit film, et la relation que j'ai eue avec Roberto Rossellini a fait que pour lui, c'était pas un petit film, c'était un vrai film. Et qu'à partir de là, un vrai film pour filmer un musée, c'était en 35 mm et pas en 16 mm. Et que ce 35 mm là, c'était produire un long métrage en fait, c'est-à-dire avec une technologie extrêmement lourde. Donc il avait son matériel qui était une caméra Mitchell, il avait ce que Renzo peut mieux dire que moi et que nous on a découvert, c'est que son outil de travail c'était un zoom télécommandé. Donc tout le film s'est fait dans ce contexte-là. Et à ce moment-là, on a dû choisir une équipe de hauts techniciens. Donc moi j'étais très lié à Nestor Almendros, donc j'ai présenté Nestor Almendros qui avait déjà fait les Romères, qui avait déjà commencé à travailler avec Truffaut, qui était déjà une très grand directeur photo du cinéma mondial, juste avant son aventure hollywoodienne. C'est ça. Donc, et avec Nestor, on a choisi l'ensemble de l'équipe avec Roberto Rossellini. Et Roberto Rossellini, une fois que l'équipe a été constituée, il ne nous a pas dit comment il allait faire le film, il nous a dit « je vais vous montrer mon dernier film ». C'est la première fois où on parlait de cinéma. Et donc il nous amène chez son ami Mac Bodard, et il nous présente le Messie. Et je dois dire que pour nous, le Messie, ça a été une révélation, car en fin de compte, on a compris comment il travaillait et quel regard il portait. Et ce qui nous a surpris, c'est que quand on regarde le Messie, on a l'impression qu'on est à l'époque. C'est-à-dire qu'il a reconstitué cette chose avec une telle vérité que si les images n'étaient pas si belles, on est presque dans un reportage. Et pourtant, il a tout reconstitué. Donc on a été complètement subjugués, et à partir de là, on avait reconnu notre maître. C'est-à-dire qu'il était, il était Dieu pour nous. Et quand on regarde les images que j'ai tournées quand il filme, on a l'impression qu'on assiste à une messe. C'est-à-dire ce tournage était miraculeux. Alors les autres membres de l'équipe, les opérateurs, Emmanuel Machuel, qui avait travaillé avec Bresson, qui a travaillé avec Romer, avec Piala, et Jean-César Chabot, qui avait lui aussi travaillé avec Bresson. Oui, et Anne Trigot, une femme. Anne Trigot, c'était une assistante, c'était une des premières assistantes de caméra, et hélas, peu de temps après le film, elle s'est suicidée. Et donc... Et qu'est-ce qu'il faisait? Parce que le travail, en effet, c'est extrêmement compliqué avec le travelling, avec les zooms, avec... Alors, il y avait une complexité que Renzo peut-être pourra, je ne sais pas s'il est là. Je pense qu'il est sorti fumer, il va revenir. C'est-à-dire que ce zoom télécommandé, la caméra est ici, Roberto Rossellini est ici, et il y a le travelling. Donc il y a le mouvement de la caméra, il y a le travelling de la caméra, et l'homme le plus important, c'est celui qui pousse le travelling.
parce qu'il faut que ça soit tout coordonné, un peu comme un orchestre. Et ce qui nous a tous stupéfiés, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de moniteur, et que Rossellini savait qu'il allait faire ça aux 50, aux 100, aux 150. Et là, on était subjugués, parce qu'il avait le cadrage dans la tête. Et tout ça à distance. Et ça, c'est assez fascinant. Et en fin de compte, on s'est aperçu que Rossellini, avant tout, un peu comme les peintres de la Renaissance, c'était le matériel, et avec ce matériel, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Et c'est ça qu'on a voulu montrer. Alors, je pense qu'on peut montrer les premiers... Oui. Alors, je voudrais expliquer quand même, parce qu'à l'époque, filmer un réalisateur qui filme, c'était quelque part iconoclaste, car aucun réalisateur n'acceptait d'être filmé. Et Roberto Rossellini, en fait, dans la relation que j'avais avec lui, je lui ai fait comprendre que nous ne pouvions pas, nous, travailler avec lui sans laisser de traces. Et qu'il était quand même quelque part un personnage immense dans le cinéma, et qu'il fallait que pour les années futures, on sache comment il travaillait. Et alors il a été très hésitant, mais comme on avait de grandes expériences de film scientifique, c'est-à-dire à filmer le plus petit sans que le plus petit nous entende ou nous voit, donc il me dit, écoutez, je lui dis, on filmera comme un insecte. Et il me dit, mais alors, ce sera vous l'entomologiste? Et je lui dis oui. Alors il me dit, écoutez, je serai l'insecte, et on fera pour le mieux. Par contre, il avait une exigence, c'est qu'on ne faisait pas un film d'art, donc on ne faisait pas un making-of, c'est-à-dire on essayait de montrer dans le moindre détail comment ça se passait. Et dans les images que je vais montrer, je ne montre pas tout, mais on voit comment il demande un travelling, on monte le travelling, c'est-à-dire toutes les étapes, un peu comme si on était assistant. En fait. Et on a tourné 11 heures de rush. En fait, il y a 25 heures de rush 16 et 35 mm, et on a 25 heures plus 30 heures d'images de son, parce que dans le film, le son était extrêmement compliqué, car Rossellini ne voulait intervenir en aucune façon dans ce qu'il voyait et dans ce qu'il écoutait. Donc à partir de ce moment-là, on a mis au point des petits magnétophones qui étaient dans les manches des ingénieurs du son, qui se baladaient comme ça, et sous chaque tableau que Rossellini allait filmer, on avait mis des micros avec des petits magnétophones pour enregistrer tout ce qui allait se dire. Alors évidemment, quand le film est sorti, quand il est montré au Centre Pompidou, il a été très mal vécu parce qu'ils ont cru que c'était qu'ils démolissaient le centre. Mais 40 ans après, la lecture de ce film n'est pas la même, car l'art contemporain est plus dans les mémoires et tout ça. Mais nous, ce qui nous importait beaucoup, c'est que en 2050 ou en 3000, on regarde ce film et on veut savoir comment il a été fait, et avec les images qu'on a tournées, les personnes de l'époque qui seront peut-être dans le digital hyper avancé, sauront comment Rossellini filmait et qu'est-ce que c'était tourner en Argentine en fait. Bien sûr. Juste encore un mot avant de montrer les premiers fragments, c'est seulement de 4 minutes, c'est assez... Oui, c'est ça. Et c'est des images dans lesquelles vous avez enregistré Rossellini qui s'approche au Pompidou, c'est-à-dire les images qu'il a tournées à l'extérieur. Et... Oui, en fait, on a filmé tout. Mais dans les images qu'on va montrer, on a comment il a filmé l'extérieur, évidemment, et on a voulu montrer, pour qu'on voit bien notre méthode de travail, 2 étapes, c'est-à-dire comment il filme, et après, comment il donne ses indications pour que les techniciens puissent préparer le plan. En fait, il y a 2... Et la question, c'est est-ce qu'il avait déjà décidé de mettre ces images pour commencer les films. Donc, dans sa tête, les images tournées à l'extérieur du Pompidou étaient les commencements du film. Est-ce qu'il avait ça en tête Le film a été monté
Il faut savoir que quand on tourne avec Rossellini, il n'y a quasiment pas de montage, puisqu'il fait des immenses plans séquences, et les plans séquences se nouent les uns avec les autres, donc on ne peut pas intervenir. Et lui, il était contre le chant, contre-chant. Lui, le plan séquence est contre le montage, en fait. Donc, quand il est venu pour monter, on a assemblé ces longs plans séquences et on n'a rien modifié, en fait. Parce qu'il a participé au montage, mais il a fait le mixage. C'est lui qui a fait le mixage, il était présent au mixage. Donc le film, c'est son film. Il n'y a pas eu d'intervention, mais c'est ce que je voulais dire, c'est ce qu'on a dit au départ, c'est que Rossellini, en fin de compte, dans la relation qu'on a eue avec lui, ne voulait pas qu'on impose de durée. Donc pour lui, il faisait ce film, probablement il le regardait, et s'il avait voulu retourner des choses pour le compléter, on l'aurait fait, en fait. Bon, alors on regarde ces premiers morceaux. Alors on va arrêter parce que, disons, on va présenter la première partie qui n'est pas longue, et après, on a l'extrait 5 et l'extrait 7. Donc, oui, mais je pensais de s'arrêter, ah d'accord, ok. De parler et puis ça. de recommencer. Ça vient. Ça vient. Jean, excusez-moi, nous pourrions en faire une autre. Vous plongez dans la et puis montez en vertical sur les choses rouges là-bas, du coin. Et puis, vous faites le haut et vous les tombez. C'est gentil.
vraiment très, très impressionnant de voir Rossellini à l'œuvre. Bon, d'abord, son élégance, le fait qu'il appartient à une autre génération, qui est très différente de celle de l'équipe, et quand même, il y a Nestor Almendros, mais c'est Rossellini qui dessine comment encadrer et comment faire des mouvements. Là, on n'a pas voulu montrer toute la préparation du plan parce qu'on n'aurait pas pu montrer les séquences qui vont arriver. Mais normalement, on a montré que 2 endroits où il était, mais on a tout ce qui est avant en fait. C'était pour pouvoir montrer les séquences qui vont suivre. Donc la séquence qui va suivre là est assez rare, si je puis dire. Si on voit Rossellini préparer son plan, tourner le plan, il n'est pas bon, il le retourne, donc on a toutes les étapes, disons, comme si on était sur le tournage. C'est-à-dire, c'est bon, c'est pas bon, on le retourne, et dans nos rushs, on a aussi pourquoi il demande à retourner. Mais ça, on ne peut pas le mettre, puisque là, c'est pas un film, c'est les rushs tels qu'on les a tournés. Et donc, c'est ça, c'est ce qu'on va voir là, et qui est, disons, là, on le voit vraiment préparé à l'œuvre, si je puis dire. Et encore une chose avant de le montrer, Roberto Rossellini, c'était quelqu'un qui avait donc une vraie profonde connaissance technique. C'était un immense technicien. Et c'est ça qui a surpris. Parce que tout le monde, moi, quand on a su que nous, on allait produire le film de Roberto Rossellini, j'ai reçu des lettres, notamment de Pierre Casse, qui m'a dit « Rossellini, vous savez, vous ne pouvez pas travailler avec lui, tout d'abord, il n'est jamais là, et d'autre part, il a un très mauvais caractère. » Et nous, on a eu un homme d'une gentillesse extrême, d'une courtoisie extrême, et sur le terrain, 24 heures sur 24, c'est-à-dire il arrivait, c'était pas droit, il le remettait. Et donc, on a en image le vrai Rossellini, et pas ce que tout le monde a dit sur Rossellini. Alors il est évident que moi je ne peux pas avoir d'avis, j'entendais tout ce qui se disait hier. Là, je ne peux pas avoir d'avis, puisque moi j'ai un avis que par rapport à ce que j'ai fait avec lui, il n'y a que Renzo qui peut dire comment il travaillait avant. Mais nous, on a voulu laisser ces traces pour qu'on sache comment Rossellini travaillait. Et quelque part, je crois que c'est la seule expérience où on voit, à travers nos images, un film se construire. Et quand ce film il se construit avec Roberto Rossellini, il est évident que c'est une leçon de cinéma immense. C'est-à-dire, c'est quelque part son testament. En fait. Combien de temps a duré le tournage? 11 jours. 11 jours. Très bien. Alors, on... La séquence. Oui. C'est le fameux zoom. C'est la télécommande qui est reliée par un fil au zoom, et en fait, c'est lui qui fait bouger le zoom, et pas l'opérateur. Là, l'arrêt est un peu plus en avant. Hein? Et là, tu dois aller plus lentement. Répétons juste ici, s'il vous plaît. Avec beaucoup plus lentement, hein. Vous voulez? Bon, on le sent un peu, c'est un oui, première.
Non, attendez d'aller au deuxième signe que je vous le dise. Parce que moi, comme ça, moi j'avance. Je viens avec le zoom sur le 50 et à ce moment-là, lui part. Il faut rétablir. Je vous le dis moi quand vous devez partir pour le deuxième bout de travail. Alors, nous voulons le tourner. On peut? Pas bien. Claque de fin. Là, vous devez avoir un arrêt. Oui, c'est marqué là. Je suis en train de passer sur la sculpture brillante. Alors, attendez, la sculpture brillante. La sculpture brillante, je crois que c'est ça, non? Simplement, il faut me donner le temps de le faire. Hein? Donc, vous pourrez aller à la sculpture brillante. Vous pourrez aller à la sculpture brillante. Le tableau noir, là. L'autre là-bas. Et on peut faire ça. Vous arrivez comme ça. De toute façon, moi, j'arrive à la position comme ça. Voilà, il faut laisser passer le bureau. Allez-y. Arrêtez. Coupez. Comment c'était? Bien? Vous voulez en faire une autre ou? Bon, faisons une autre. Ça va? C'est mieux? Oui. Nous l'avons fait un peu. Ça allait mieux? Bon, alors tirons les deux. Le temps que nous sommes venus ici. On va rester servi. Hein? Il faut essayer.
vale per non vergognare, no. Ok. A droite. Allez. Arrêtez, coupez. Ça va? Ça va? Ouais. C'est-à-dire, on n'a pas eu la sensation qu'on s'approchait de Je me suis approché bien plus en retard. Ah oui, beaucoup plus en retard. Mais peut-être un peu plus vite, c'était moins coulé la fin. Bon, nous avons... Voilà. Cinquième clap de fin. C'était déjà comme ça. C'était déjà non. Ça, là, tu vois, ça m'a surpris parce que vraiment, je croyais qu'ils étaient là. C'est horrible, ça. C'est vrai que t'as qu'à manger dans le mur. C'est insupportable. C'est insupportable, l'hyperréalisme. Oh non, ça merde, moi je merde quand je vois ça. Non, faut pas rigoler quand même. J'ai envie de foutre un peu de tête dedans. Tous les véhicules, heureusement.